Alors bonjour à tous. J'étais là il y a un an, effectivement. C'était, je crois, la deuxième promo. Et en même temps, Switch Collective, c'est un projet que j'ai eu la chance de suivre depuis les tout débuts, même avant quand c'était encore en germe. Et donc, je suis très heureux d'être de nouveau là ce matin avec vous. Vous êtes quelle promo, la combienième ? Huitième. Donc voilà, c'est vachement sympa aussi de voir cette continuité là. Alors, ce matin, moi j'avais... je sais pas répéter, donc je ne vais pas faire évidemment la même chose. Il y a un an, j'étais là où j'étais. Aujourd'hui, je suis à un endroit différent. C'était pour moi l'occasion aussi de me dire où j'en étais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous, et peut-être que ça résonnera. Et il y a une grande diversité, hétérogénéité, ici dans la salle. Et du coup, il y a des choses qui vont peut-être parler à certains d'entre vous, d'autres pas, et c'est pas grave. Ce que je veux, c'est, voilà, j'ouvre un peu ma boîte à je sais pas quoi, à trésors, à astuces, qui est celle d'aujourd'hui. Et puis moi, ce que je vous propose, ça va être de voir où ça résonne et de vous ouvrir à ce qui peut être bon pour vous. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir à quelque chose qui m'est cher, c'est la relation entre liberté, sécurité et pérennité. Et pourquoi ? Alors, Romuald l'a dit, moi je viens du monde de la philosophie politique, et liberté et sécurité, c'est un peu une façon de comprendre l'histoire longue de la philosophie politique, qui est comment je suis libre et en sécurité. Alors, ce ne sera pas un cours de philo, mais c'est vraiment, conceptuellement, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, plus dans une activité de coaching, d'accompagnement au changement, comment on retrouve ça ? Comment ces deux dimensions, on danse avec, comment elles sont encore présentes ? Et c'est un petit peu ça, mon invitation aujourd'hui, c'est de partager ça avec vous et pour voir à quel endroit pour vous ça peut résonner. Alors juste pour que j'ai une petite idée, donc vous êtes assez nombreux, est-ce que ceux qui ont envie de changer de job peuvent se lever ? Ok, merci. Ceux qui sont en recherche de job, c'est-à-dire qui n'ont pas de job, qui sont dans une période de sans emploi et qui cherchent un job. Ok, merci. Ça me permet de savoir un petit peu où vous êtes dans le cycle de cette recherche. Ok, alors, premier élément pour moi que je vous propose, c'est une première question, c'est pour vous le changement, c'est quoi ? Première proposition, c'est l'espoir. Ceux à qui ça parle, levez-vous. Vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez vous relever après, il n'y a pas de souci. Pour ceux pour qui le changement, c'est l'inquiétude, je vous invite à vous lever. Cool, merci. Pour qui le changement, c'est la continuité. Cool. Alors, moi, c'est la piste que je veux vous proposer ce matin. Bien sûr, dans le changement, il y a de l'espoir, bien sûr, il y a de l'inquiétude, je le vis comme vous. Et en même temps, il y a un endroit, il y a cette piste-là qui est cette continuité. Et ça, c'est un endroit dans lequel je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, qui est que le changement, c'est d'abord un processus du vivant, et que pour qu'il y ait du vivant, il faut qu'il y ait du changement. Autrement dit, la continuité du vivant, c'est des changements. On est en hiver, bientôt viendra le printemps, puis l'été, mais il y a déjà les bourgeons qui sont prêts bientôt à éclore. Autrement dit, la genèse du changement, c'est aussi là-dedans que se situe la continuité. Et je vous encourage à travers cette métaphore de la nature, auquel on n'a pas forcément complètement accès quand on est au cœur de Paris à Saint-Lazare, c'est quand même de voir que le changement, ce n'est pas quelque chose de brutal. C'est aussi quelque chose de continu et surtout, pour moi, c'est comment ça nous relie à une logique du vivant. Il y a un philosophe que vous connaissez certainement qui s'appelle John Locke, qui a travaillé sur l'identité parmi tant d'autres. Et c'était de dire, finalement, quand on change, quelle est la substance en soi qui reste la même. Parce que le changement, philosophiquement, l'individu, c'est on change, on grandit, on passe d'enfant à adulte, à vieillard, et en même temps,
en changeant, on reste la même personne. Qu'est-ce qui fait qu'on est la même personne, le même individu? Et donc toute cette problématique-là, cette substance qui reste, je crois qu'elle est au cœur du changement. Et ce matin, j'ai envie qu'on la garde aussi avec nous pour faire un petit chemin un petit peu différent du changement tel qu'il peut être vu dans sa dimension plus brutale, fantasmée, etc. Et ce matin, il y a plusieurs choses que j'ai envie de partager avec vous. Je vais quand même prendre mes notes parce que je suis du genre à improviser, mais du coup, après, je me perds un peu. Les plusieurs choses que je veux vous montrer ici et que je veux partager avec vous, c'est que la transformation est un processus d'émergence et qu'on ne décrète pas le changement. On ne décrète pas cette transformation. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez tous une envie. Et en même temps, comment on va concilier l'envie, qu'on peut parfois réduire à la volonté, avec le processus d'émergence qui est que la transformation va se faire, malgré vous. Parce que personne ne peut arrêter le changement. Il y a un film que je trouve absolument magnifique tiré d'un roman de Günter Grass qui est Le Tambour, dit Blechtrommel. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Le Tambour. Je comprends. C'est un enfant qui décide d'arrêter de grandir dans le contexte des années 30 de l'Allemagne où il voit tous ces adultes et toute cette société qui court vers le nazisme et il décide d'arrêter de grandir. Et donc, c'est évidemment une fiction, mais dans Le Tambour, on est dans cette logique-là qui est on n'a pas le choix. On change, on avance. Et donc, comment c'est une émergence qui nous dépasse. Le deuxième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que j'ai commencé à toucher du doigt, distinguer l'intention de la volonté. Intention et volonté. On est dans un paradigme de la volonté toute puissante. Si je veux, je peux. Tout l'univers du sport, il est sur cette idée de la volonté, just do it, pousse-toi, pour aller plus loin, dépasser ses limites. Et du coup, quand on n'y arrive pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'échec. Ma volonté n'est pas assez ferme, je suis trop fainéante, etc., etc. Je le mets au féminin, à l'américaine, hein, pas pour... juste pour que ça concerne toutes et tous. Donc il y a cette idée de volonté par rapport à l'intention, et ça c'est quelque chose que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ça va être quoi cette distinction et comment l'intention peut être un endroit extrêmement doux d'avancer dans l'émergence de la transformation. Le troisième élément que j'ai à cœur et avec lequel moi je suis beaucoup, c'est cette idée d'être observateur de sa vie, c'est-à-dire de mettre de la conscience sur ce que je fais. Il y a un an, j'avais centré cette présentation plus sur le yoga et la méditation, qui a une place importante dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement, mais il y a toujours cette même polarité, ce même éclairage, qui est est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de penser, faire, et comment, en mettant de plus en plus de conscience, j'ai la possibilité de me déconditionner. Et ça va être un rapport à la liberté, évidemment, qu'on va voir. Et puis le dernier élément, c'est, moi je travaille beaucoup dans le monde des startups, dans le monde aussi de l'agilité, de nouvelles façons de travailler, et je crois beaucoup à la fausse note. Romuald disait aussi, je suis musicien de jazz, la fausse note c'est merveilleux. Parce que c'est vraiment l'endroit dans lequel on ouvre des fenêtres différentes. Alors, pas dans n'importe quel contexte, si vous êtes dans l'orchestre symphonique et que vous faites une fausse note, ça ne passera pas. Mais je veux dire par là, c'est quels sont les endroits dans votre vie où vous pouvez vous autoriser des fausses notes et comment vous pouvez les voir comme des opportunités. Et donc cette idée d'expérimenter directement. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué en jazz, dans les masterclass que j'ai pu faire, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais c'était un grand musicien, et il disait, quand on fait une fausse note, l'idée derrière, c'est de la répéter. Parce que du coup, ça devient une nouvelle histoire. Et la fausse note devient le début d'une nouvelle histoire et d'autre chose. Et j'ai gardé avec moi cette métaphore-là qui me paraît très juste. La fausse note, on peut s'arrêter et se dire « Ah, j'ai raté !» Ou on peut se dire « Tiens, il se passe quoi si je la répète 2 fois, 3 fois, 4 fois ?» Et tout d'un coup, cette dissonance devient en fait l'harmonie. Et moi, je crois de plus en plus, et j'essaye au quotidien de le vivre, à l'idée que j'ai une couleur, vous avez une couleur, chacun une couleur, et comment notre obligation, en tant qu'être vivant, c'est de la conserver. Et qu'il ne s'agit pas tous de jouer à la même partition, mais qu'il s'agit aussi d'être conscient de sa couleur, et comment elle peut être modifiée dans les interactions, dans les contextes, dans les expériences, mais que cette continuité de notre couleur
c'est quelque chose d'essentiel pour ne pas se perdre. Alors, la façon dont j'ai décidé de procéder, en fait, c'est par vignette. J'ai pris quelques idées qui me sont chères, et puis c'est un chaos, c'est un peu un chaos créatif. J'aime beaucoup cette idée, et par rapport à l'émergence, c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Donc je vais vous proposer des vignettes de couleurs, et puis je vais vous demander finalement de voir où est-ce que ça résonne ou pas en vous par rapport à là où vous êtes. La première vignette que j'avais envie de partager avec vous, c'est la fable du loup et du chien. Est-ce que vous la connaissez? Non? La fable du loup et du chien, alors je ne vais pas vous la réciter comme à l'école. C'est une fable qui m'a beaucoup marqué. Personne ne la connaît? Ah, j'aurais dû vous l'apporter. C'est un loup qui rencontre un dogue dans la forêt. Le dogue s'est un peu perdu, il le rencontre dans la forêt. Le loup n'a que la peau sur les os, tandis que le dogue est un dogue extrêmement en chair. Et la réaction du loup, c'est de dire « j'aurais pas forcément les moyens de pouvoir m'attaquer à lui ». Et donc il commence à le flatter, « que vous êtes en embonpoint, mon cher, etc. etc. » Et le chien lui dit « mais il ne tient qu'à vous, cher loup, d'être comme moi nourri. J'ai des maîtres, ils me donnent une gamelle, ils me donnent à manger, je suis nourri, logé, etc. » Et plus il y va, plus le loup salive, et lui qui n'a rien mangé depuis plusieurs jours, est là à regarder le chien avec beaucoup d'envie. Puis tout d'un coup, le loup regarde le chien et lui dit « mais pourquoi votre cou est-il potelé ?» « C'est rien, dit le chien, c'est rien. »« Mais qu'est-ce vraiment ? Oh, si peu. Mais qu'est-ce ? » ?»« Le collier auquel ma chaîne est attachée. » « Quoi vous êtes attaché ?» Et là, le loup disparaît et dit « jamais je ne troquerai ma liberté contre cette sécurité. » Je vous ai parlé de liberté et sécurité, et vous voyez bien que c'est deux modes de vie qu'on a longtemps opposés. Ma première question pour vous, et je vais vous demander avec votre voisin, voisine de le faire, c'est vous êtes plutôt loup ou chien? Prenez 2-3 minutes avec votre voisine ou vos voisins à deux. Je vais vous donner plein d'occasions comme ça d'interagir de façon très courte. Ce que je vous demande, c'est d'y aller vite et de revenir vite. Comme ça, on va pouvoir aller un peu loin ensemble. Deuxième élément que je veux partager avec vous, c'est le rapport au changement tel qu'on l'a vu sur espoir ou inquiétude. Il y a un paradoxe autre du changement, et ça c'est vraiment quelque chose qui... Le paradoxe du changement, l'analyse systémique, je trouve, est merveilleuse là-dedans et montre bien ce rapport paradoxal. Mais ici, de façon relativement simple, je connais le présent, mais le futur est condamné à être inconnu. Extrêmement simple. Pour autant, je cherche à changer ce que j'ai vécu, et mon envie serait de changer pour aller vers le futur. Autrement dit, le vrai paradoxe, c'est que je me situe dans une courbe d'impuissance, qui est je ne peux connaître ce que je ne peux pas changer. Donc la situation que je suis en train de vivre, c'est celle que je connais, mais je ne peux pas la changer, sinon elle est autre. Or, changer, c'est vouloir aller vers le futur. Mais pour aller vers le futur, c'est parce que je connais ce que je veux, ou j'imagine ce que je veux. Mais paradoxalement, ça ne se passera jamais comme ça, puisque par essence, le futur est inconnu. Si je crois que je peux connaître le futur, en fait, je suis déjà en train de refaire du passé. Tout le processus du changement, c'est finalement une illusion qui serait de dire « je peux changer vers quelque chose de connu que je préfère ». Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où je change, je mets un pied dans un inconnu qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu imaginer. Image connue, Rasta Rocket. Hein, on est allé un peu vers la philo, on va revenir vers quelque chose d'encore plus complexe. Rasta Rocket, et je suis arrivé ce matin, j'avais oublié que Switch avait cette belle photo de Rasta Rocket, donc c'était pour moi une belle résonance. Dans ce film, qui l'a vu? Yes, c'est un peu le film mythique de notre enfance, on est d'accord. Dans Rasta Rocket, pour rappeler qu'il y a ce coach américain qui a été champion médaille d'or de bobsleigh et qui est devenu alcoolique, obèse, dépressif,
Parce que une fois qu'il a eu gagné cette médaille d'or, il a tellement voulu renouveler cela qu'il a triché et mis des poids dans le bobsleigh. Et donc il a été évidemment éliminé et conspué par toute la communauté sportive. Et il y a un moment dans le film que j'ai trouvé très touchant, puisqu'il est repassé il n'y a pas très longtemps. C'est lorsque l'un des personnages demande à son coach, mais finalement, pourquoi tu as triché? Tu avais déjà eu la médaille d'or, tu étais le meilleur, qu'est-ce qui fait que tu as triché? Et là, le coach a eu cette réponse, et j'ai pensé à vous quand il en dit, tiens, ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager. C'est « if you're not enough without it », il parle des médailles d'or, « you won't be enough with it ». C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'il pose? Il dit, finalement, la médaille d'or, je l'avais, mais elle cherchait, pour moi, l'avoir de nouveau, c'était quelque chose que je cherchais à combler chez moi. C'est-à-dire quelque chose qui était finalement une aspiration qui cherchait à me prouver qui j'étais. Mais ce qu'il dit finalement avec le recul, c'est que si cette sécurité intérieure, il ne l'a pas sans les médailles d'or, c'est-à-dire sans la reconnaissance externe, il ne l'aura pas plus avec la médaille d'or. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il a été sacré champion qu'il est plus en sécurité intérieure et qu'il peut savourer cela. Il est toujours à la recherche de quelque chose de l'extérieur qui va lui permettre de se trouver enfin dans une sécurité intérieure, dans une validation de sa valeur. Et cette phrase, c'est « il n'y a pas ». On ne peut pas trouver à l'extérieur de soi sa sécurité intérieure. On ne peut pas trouver à l'extérieur de soi ce qui va enfin combler, satisfaire l'endroit où je me sens en sécurité. Ça peut être matériel, ça peut être symbolique, ça peut être la valorisation hiérarchique, etc. L'extérieur, tout cela n'est qu'illusion par rapport à son axe de sécurité intérieure. Ma question pour vous, c'est à quoi conditionnez-vous votre bonheur? 2 minutes. Ces éléments-là, c'est des éléments de questionnement sur ce rapport entre cette liberté et cette sécurité, la sécurité externe, intérieure. Et c'est quelque chose qui peut vous parler plus ou moins. Ça change beaucoup lorsqu'on est salarié, indépendant. J'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de gens qui passaient du salarié à l'indépendant. C'est les questions à travers lesquelles on doit passer. Parce que c'est vraiment des modèles de préférence. Parfois, il y a un fantasme de monter sa boîte, être son propre patron, son activité, etc. Et c'est pour ça que je vous interroge ici, où je vous invite à vous questionner sur où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans ce rapport à la liberté et à la sécurité. Et comment finalement, au-delà du fantasme, il y a quelque chose aussi qui est le respect de là où vous êtes et de qui vous êtes, de votre couleur. Je ne vais pas plus loin sur cette idée de liberté, sécurité. C'est juste, si je dis un mot quand même, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, ça va être la distinction qui a été faite entre la liberté négative et la liberté positive. C'est l'un des textes fondateurs du libéralisme politique parisien à Berlin. Ça a été de dire la liberté négative, c'est cette liberté qui est l'indépendance. C'est-à-dire que je refuse toute contrainte extérieure. Et donc à partir de là, en quoi êtes-vous libre? La liberté positive, c'est ce qui va être plutôt de l'ordre de l'autonomie. Et c'est en ça où Rousseau a absolument modernisé finalement toute l'approche de la philosophie politique des temps modernes, qui a été de dire la liberté, c'est la soumission, ou plus exactement, il dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite. Autonomie, autrement dit, je suis libre lorsque j'obéis à la loi que je me suis choisie. Et toute notre société démocratique, évidemment, et plus exactement républicaine, repose sur cela. Donc il y a vraiment cette danse. C'est quoi la liberté? Celle du loup, le chien. Et on peut affiner aussi quelle sorte de liberté. Autrement dit, on peut être parfaitement libre en tant que salarié, en tant qu'employé, et on peut être parfaitement aliéné en étant son propre patron. Donc regardez ça non pas comme quelque chose d'extérieur, mais aussi regardez à l'intérieur de vous où est-ce que résonne ce besoin de liberté et de sécurité.
Et c'est la même chose pour la sécurité. On peut être en parfaite sécurité en étant indépendant et en parfaite insécurité. J'ai un nombre de clients et clientes qui sont des dirigeants et qui devaient changer de job ou qui se faisaient remercier, qui gagnaient des sommes bien plus qu'aucun d'entre vous ne gagnera jamais peut-être, et qui étaient dans une insécurité financière hallucinante. Et pour moi, c'était à chaque fois un choc de me dire que rien ne peut calmer cet endroit de peur à l'intérieur de soi. Donc l'argent aussi, qui peut parfois être vu comme solution à tout, à mon sens, d'expérience en tout cas, est une vraie illusion. Autre élément que j'aimerais partager avec vous et avec lequel je chemine, c'est « Where you place your attention, you place your energy ». Where you place your attention, you place your energy. Autrement dit, au quotidien, à quoi ou dans quoi vous mettez votre énergie. Voyez bien que, à travers cette idée, c'est ce sur quoi vous allez porter votre attention, c'est là où vous allez mettre de l'énergie de vie. C'est là où vous allez vous impliquer, c'est là où vous allez grandir, développer, nourrir. Or, ce qu'on appelle les effets de science, c'est-à-dire nos sociétés qui sont extrêmement dévoreuses d'attention, ces effets de science de l'externe, nous prennent beaucoup d'attention et donc beaucoup d'énergie. Le changement aussi peut nous prendre beaucoup d'énergie à partir du moment où on place son attention sur le passé, les peurs, les inquiétudes. Et j'avais été marqué par un maître yogi qui disait finalement à chaque fois, alors c'était un vrai illuminé, éveillé, etc., avec plein d'humour, c'est ce genre de personne hallucinante, on se dit mais c'est bien, pas bien d'être dans cet état-là. Et il disait à chaque fois, les gens veulent me voir, veulent venir me voir, c'est toujours pour la même chose, c'est pour me raconter leurs problèmes. Et il disait finalement, pour moi, à chaque fois, à un moment, j'avais envie de mettre 5 jarres devant moi et dire si c'est des problèmes liés société, l'environnement, il y a Trump, il y a Marine Le Pen, j'ai peur, l'écologie, la fin du monde, etc. C'est la jarre là. Deuxième jarre, j'ai pas assez d'argent, ou j'en ai trop, ou on m'en demande, ou etc., etc. Ok, tu les mets là. Travail, j'en ai pas assez, j'en ai trop, je veux changer, je veux pas changer, c'était mieux avant, etc., etc. L'amour, je suis en couple ou je suis pas en couple, et c'est bien ou c'est pas bien, ou je veux changer, c'est bien mais je veux changer, etc., etc. La santé, là ça va bien mais peut-être ça pourrait aller mal, etc., etc. Et j'aimais bien dans cette énergie, c'est de dire, et que si on arrête de porter notre attention sur ça, il reste quoi? Si dans la journée, à chaque fois qu'on pense et on porte notre attention sur ses peurs, ses problèmes, etc., et qu'à chaque fois on les met de côté dans ces jarres-là, il reste quoi? Qu'est-ce que je fais de ce temps et de cette attention? Et il me semble qu'on a tous à apprendre sur la vie n'est pas là pour être une succession de résolutions de problèmes. Mais on est un petit peu, en tout cas, je projette, on est un petit peu formaté par la to-do list. On est des to-do list. Et quand on a fini notre to-do list, on est content parce qu'on peut en créer une nouvelle. Et j'aimerais qu'on mette un tout petit peu d'attention, de recul là-dessus. Est-ce qu'on veut vraiment passer sa vie et ses journées à résoudre des problèmes qu'on s'invente? Question pour vous. Au quotidien, sur quoi mettez-vous vos pensées, votre attention et donc votre énergie? Kairos versus Chronos. Ça vous parle? C'est grec. Ça veut dire la même chose, mais différemment. Le temps. Kairos, c'est le temps comme moment d'éternité. Chronos, c'est le temps qui nous dévore. C'est Saturne.
dans la représentation de Goya, qui dévore ses enfants. On est donc dans un rapport où le temps, on peut être soit, ça peut être un endroit d'éternité, soit un rapport de soumission. Ce rapport au temps, on en a tous l'expérience, paradoxe là, qui est que parfois une minute semble une éternité et que parfois, elle juste, on ne l'a pas vu passer. Dans notre société actuelle et liée à la digitalisation, vous le savez et vous l'expérimentez tous les jours, on est dans un rapport d'accélération, parce que de réduction des distances et d'accélération des capacités de communication. On est donc dans un rapport au temps qui n'est pas le nôtre, notre temps biologique, mais qui est un temps externe. Toute la complexité, c'est de dire comment je suis en lien avec cette temporalité qui est la nôtre, qui nous permet d'être là et qui fait partie au quotidien de nos façons de communiquer, qui technologiquement est absolument fantastique. Et en même temps, comment je ne suis pas dévoré par ce rapport au temps. Et ça, je le pose d'autant plus avec vous que on peut changer. On peut changer de boulot, on peut changer de patron, de situation, de mode de vie. Mais c'est qu'est-ce que vous emmenez avec vous ou pas. Et j'ai vu des gens monter leur boîte, se libérer du salarié en disant « enfin je suis libre » et être incapables de vivre leur journée autrement que comme des salariés, limités à des horaires de culpabilité, à être devant leur bureau, même si c'était inefficace, à aller au supermarché en même temps que tout le monde, etc., etc., etc. Parce que c'est dur d'être libre. C'est dur de tenir sa couleur. C'est dur de pouvoir assumer un autre mode de vie qui est bon pour soi et pas forcément pour les autres. Donc je vous invite à regarder aussi ce rapport au temps chez vous. Prenez juste quelques secondes pour rentrer dans cette image. Plongez-vous dedans. Il y a un chercheur anglais qui a essayé de modéliser la création de l'univers, c'est-à-dire l'échelle du temps, et là où on est aujourd'hui par rapport à la création de l'univers, sur une semaine. Minuit 01, Big Bang. C'est pas Big Band, c'est Big Bang, pardon. Le jazz n'est jamais loin. La Terre n'est formée que le mercredi. Mercredi midi, début de la vie. Samedi après-midi, apparition des premiers reptiles. Dimanche à 23h57, apparition de l'homme. Il nous reste 3 minutes. 23h59 et 45 secondes, début de l'ère industrielle. On est là. Et Hubert Reeves aime beaucoup cette expression, il dit on est des poussières d'étoiles. Ça, c'est nous, on vient de là. On est tous de cette même poussière d'étoiles, et c'est là où on repart. Quelles que soient nos croyances, etc., chimiquement, on vient de là. Ça, c'est un rapport au temps aussi, qui nous permet peut-être de relativiser aussi cette idée d'accélération, d'urgence, de réaction. Ce mouvement du vivant-là. Et du coup, la question pour vous, de nouveau, est si vous preniez tout votre temps, qu'est-ce qui changerait pour vous au quotidien? Et si vous preniez tout votre temps? Là, je ne veux pas d'échange, je veux juste que vous preniez chacun 30 secondes individuellement pour laisser résonner cette question. Et si vous preniez vraiment tout votre temps, tous les jours? Là, on touche à du kairos, hein. Dans ces endroits de silence, vous voyez ce qui se passe en termes d'énergie de salle. Tout d'un coup, on ouvre un espace qui est autre. Et c'est l'objet de cette prochaine clé que j'ai envie de partager avec vous. Il y a cette citation que je trouve formidable.
you should sit in meditation 20 minutes a day unless you're too busy. Hein, donc vous devez méditer, vous devriez méditer 20 minutes par jour, à moins que vous soyez trop occupé. Et dans ce cas, vous devriez méditer 1 heure. La question avec laquelle je vous laisse ici, c'est le philosophe Yves Citon qui propose de parler qui a travaillé sur l'attention et qui propose de parler de vacuole, c'est-à-dire finalement quels sont ces moments qui, dans notre journée, sont des moments d'attention à nous, de se centrer sur soi, retourner à soi. Que ce soit la méditation ou autre chose, on s'en fiche. Ce que je veux que vous preniez avec vous ici, c'est la conscience de à quel moment je retourne à moi dans ma vie. Et ces vacuoles-là, c'est comment j'arrête d'absorber tous les effets de science pour, en conscience, parfois, revenir sur moi. C'est à cet endroit-là que se trouve notre source, c'est à cet endroit-là où se trouve énormément de réponses à nos questions. Notre couleur, c'est là qu'on va la trouver. Si je passe sur un champ complètement différent, j'aimerais ici introduire avec vous le concept de polarité. Le concept de polarité, c'est un concept qui a été développé par la Gestalt thérapie. Permettant, je vais juste aller très vite là-dessus, c'est sur cette idée que on peut voir le changement à travers 3 zones, la zone de confort, la zone d'apprentissage et la zone d'inconfort. Ma conviction, c'est que si vous êtes dans votre zone d'inconfort, vous ne changerez pas, vous renforcerez vos résistances. Et que l'invitation, elle est de mettre de la conscience sur votre zone d'apprentissage pour au fur et à mesure l'élargir. Ce petit schéma, il dit quoi? Il dit que ma zone d'apprentissage, plus je vais vers la sécurité, si je serre la sécurité parce que j'ai la peur qui est trop forte, je vais aller vers l'ennui. Ça peut parler peut-être à certains d'entre vous qui sont dans un métier aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont plus envie d'être là. Mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ont poussé trop loin l'envie de sécurité. L'autre polarité, c'est la prise de risque. Et la prise de risque, c'est retrouver quelque chose du vivant. Mais si vous allez trop loin dans votre prise de risque, vous retombez dans la peur. Et auquel cas, zone d'inconfort, vous bloquez. De la même façon, on peut voir que la prospérité peut être un moteur, une envie, une zone d'apprentissage, comment je vis dans l'abondance, mais que si ça devient un moteur, alors c'est une dépendance vénale. Ça devient le seul driver, ici, cette zone de risque. Vous perdez la relation au vivant et aux autres. Au même titre que le plaisir peut être un magnifique driver, mais que si vous poussez trop loin ce plaisir, vous rentrez dans une zone d'insouciance et vous êtes plus connecté à vos responsabilités sociales, sociétales, en tant qu'individu, parent, etc. Ici, et peut-être le dernier sur cette idée entre la pérennité, qui est rechercher la pérennité, qui peut tomber dans l'ennui profond et l'envie de changement, le besoin, qui peut peut-être être, certains d'entre vous cherchent aujourd'hui, et la créativité, aller rechercher l'endroit en soi où on peut être spontané dans son enfant intérieur et aller créer, mais qui peut être aussi vite un idéalisme et qui n'est pas connecté au réel, il n'y a pas de prise de terre. Donc ici, ce que je trouve intéressant dans cette façon de voir les polarités, c'est que parfois on a tendance à penser le changement dans sa dimension simplement fantasmée, idéalistique, qui est voilà tout ce que ce sera de nouveau, l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Moi, je vous invite à regarder ça par rapport à vos polarités. On a tous des polarités différentes et on se situe plus ou moins dans ces polarités, dans un équilibre différent. Regardez l'endroit où vous pouvez être figé lorsque vous vous mettez en mouvement. Soit parce que vous appuyez trop sur la sécurité, vous tombez dans l'ennui, soit si vous appuyez trop dans la créativité, vous tombez dans, ici, l'idéalisme qui n'est pas connecté. Autrement dit, où est-ce que vous vous situez, vous, dans vos polarités, avec encore cette idée que la polarité, c'est le mouvement du vivant. On le voit beaucoup, le bonheur n'est pas un état, c'est un équilibre. Et cet équilibre-là, cette écologie de vie,
trouve ça intéressant que vous regardiez aussi, continuez à regarder, il est où votre balancier? Le balancier qui est juste pour vous aujourd'hui, et il changera peut-être. Mais c'est quoi ce balancier et quelle est la danse que vous faites par rapport à cela? Question pour vous, vous vous situez où aujourd'hui dans ces polarités? 2 minutes entre vous. Je passe, c'est une proposition, cette idée de polarité, c'est une idée vraiment à approfondir. Là, je vais un peu vite dessus, je suis désolé, ça parle ou ça parle pas, c'est pas très grave. C'est une vignette, si ça parle, prenez, si ça parle pas, prenez pas, aucune obligation. Romuald, on a reparlé tout à l'heure, il y a cette idée de vide fertile aussi qui m'est très chère et du coup, je voulais juste le reprendre pour vous. Rapidement, c'est cette idée de cycle. C'est, si on pense dans la logique de cette polarité, à cette logique de cycle, il y a mettre de la conscience de où vous êtes dans votre cycle de changement. Gestalt thérapie, on va avoir ces différentes étapes de pré-contact, engagement, contact, plein contact, désengagement, post-contact de la relation. Comment entrer en relation? Il y a un pré-contact, il y a un premier lien qui va se faire et ensuite la relation va de plus en plus tuer vers un plan contact qui peut être un enthousiasme, un partage d'un dîner, etc. Et ensuite un désengagement, une exclusion. On a tous une façon différente d'être en lien. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise dans le pré-contact. Vous rentrez dans cette pièce-là, votre premier réflexe va être de mettre les yeux par terre et de dire bonjour à personne. D'autres, au contraire, qui dans le pré-contact auront énormément de volubilité, voudront être directement là-dedans. On a tous une façon différente d'être en lien. Ici n'est pas l'objet, ce que je voulais faire ici, c'était un parallèle avec le cycle du changement, qui est de dire que pour pouvoir entrer en relation, en contact de nouveau, il faut être disponible. Et cette disponibilité pour entrer en contact, elle se situe ici, ce qu'on appelle le vide fertile. Et le vide fertile, c'est un moment qu'on peut peut-être lier aussi à l'endroit où vous centrez sur vous, c'est-à-dire comment vous laissez de la place pour l'inconnu. Sinon, vous répétez toujours les mêmes cycles du contact avec le même type de personnes ou les mêmes personnes, ou les mêmes relations à l'environnement. Le vide fertile, c'est cet endroit dans lequel vous laissez émerger des possibles que vous ne connaissez pas. Le parallèle avec les situations de changement professionnel, ça va être aussi de mettre pour vous de la conscience qui est où est-ce que vous êtes dans votre cycle professionnel? Est-ce que vous êtes en désengagement? Souvent, dans cette situation, ça peut être ce désengagement, c'est-à-dire vous avez eu votre plein contact, ce métier ou ce job vous a satisfait à un moment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous voulez en sortir et c'est normal dans le cycle de penser que vous avez des besoins qui évoluent. C'est le vivant. Et du coup, si vous êtes là-dedans, c'est comment vous allez prendre soin du post-contact, c'est-à-dire du désengagement de cela. Et le réflexe, souvent, je le vois à travers un client, c'est vite sauter dans un nouveau pré-contact. Vite trouver un nouveau job pour pouvoir sortir de l'ancien. Ce que je comprends, c'est une notion de sécurité, c'est une notion... Voilà. Mais regardez ça et questionnez l'endroit dans lequel, ici, et si vous aviez besoin aussi d'un moment dans lequel vous allez pouvoir être surpris par l'avenir. Que le futur contient des choses que vous ne connaissez pas et que pour ça, il faut que vous laissiez de l'espace pour que ça émerge. Ce sont des moments qui ne sont pas extrêmement faciles à vivre, mais qui sont des moments où vous créez le futur. Sinon, vous ne faites que répéter le passé. L'invitation ici, elle va être vraiment de pouvoir regarder où vous êtes et comment, lorsque je l'évoque ici, vous vous projetez dans ces espaces de vide fertile. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée de pouvoir sortir d'un endroit sans directement entrer dans un autre? Pouvoir quitter votre job parce qu'il n'est plus là et prendre le temps d'émerger autre chose. Il n'y a pas, encore une fois, ce n'est pas une solution. Je veux juste vous inviter à voir ce que ça fait chez vous, ce que vous laissez vivre ou pas. Et après, ce vide fertile,
Ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut être un an, ça peut être un tour du monde, ça peut être, ça peut être du yoga, ça peut être une discussion. C'est plein de choses différentes en fonction de qui vous êtes et de ce qui est bon pour vous. Mais mettez de la conscience sur le fait que parfois vous ne faites rien et c'est bien. Parce que c'est un endroit où vous permettez au futur de se créer. Et à cet endroit-là, ouvrez les mains et recevez. Arrêtez de faire. Lâchez prise. Hein. Si vous lâchez prise, ça tombe. Si vous lâchez prise, ça tombe pas. Ouvrez les mains. Ne serrez pas. Vous pouvez desserrer quand les mains sont ouvertes. Et recevez. 2 minutes pour en parler. Il va être temps de conclure pour moi, parce qu'il est déjà 11h10, on a pris un peu de retard. Ce que propose cette phrase comme façon de converger habituelle, et qui est une façon de tenir peut-être ce rapport à la volonté, l'intention, la sécurité. Seek and you will lose, don't seek and you get it immediately, stop and it's here, run, it's nowhere. Il me semble que dans le rapport au temps, il y a beaucoup qui peut être compris sur ce rapport à la liberté et à la sécurité. Et lorsque vous avez une intention, l'intention, on ne la serre pas. L'intention, on la vit, on la projette. L'intention, c'est une graine qu'on a en soi et qu'on va laisser nourrir. Mais comme la graine dans la terre, ce n'est pas vous qui allez la faire grossir. C'est aussi l'environnement, c'est vos ressources extérieures, c'est comment vous allez laisser ce temps-là, cet ensoleillement, etc. Il y a un temps pour bêcher, il y a un temps pour effeuiller, etc. C'est comment vous prenez soin de la graine que vous avez plantée en vous, comment cette graine elle est très précise aussi en termes d'intention. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi qui vous tient vraiment à cœur dans la vie? Et à partir du moment où vous avez clarifié cette intention-là, et toute la vie on la reclarifie, mais qu'elle est clarifiée à ce moment précis, vivez avec au quotidien. Commencez vos journées par être là-dedans, par vous projeter dans cette réalité que vous êtes en train déjà de créer. Mais laissez le temps faire. Et puis parfois ça vient très vite, parfois ça vient pas très vite, et ça dépend des gens, et c'est pas grave. Le tout, c'est que chaque fois que vous avancez, ça aille dans la direction de ce que vous avez mis comme intention. Vérifiez ça. Je vous remercie, je vous souhaite un bon voyage avec ces petites graines. Regardez ce qui ne vous parle pas, c'est pas grave. Si tout ne vous parle pas, et continuez à voyager avec. Je vous souhaite une très belle continuation et beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines de changement pour vous. Merci beaucoup.